Bonsoir à vous. Alors j'ai le grand plaisir de vous accueillir en tant que doyen de la faculté de théologie protestante à ce cycle de conférences intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?», cycle organisé, vous l'avez vu, en partenariat étroit avec la faculté des sciences de la vie et de la terre et la faculté de philosophie. Alors mon rôle ce soir va être très modeste, je suis celui d'un modérateur, donc à la fois d'un facilitateur qui vise à faire que tout se passe bien, peut-être aussi avec un petit rôle de cadrage si on voit que le timing de la soirée n'est pas respecté. Donc je vais être très bref, je vais surtout passer la parole avant le cœur de cette soirée à deux personnes, dont l'une est déjà présente et à ce moment-là aura la préséance, Daniel Frey, maître de conférence en philosophie à la faculté de théologie protestante, qui est la cheville ouvrière principale de ce cycle et qui va vous le présenter pour que vous compreniez un peu les raisons d'être de ce cycle et sa déclinaison tout au long de ces prochaines semaines. Et puis j'aurai le plaisir, dans un second temps, de donner la parole à Michel Dénéquenne, premier vice-président de l'université, qui vous saluera et vous dira quelques mots au nom de la présidence de l'université. Et puis nous entrerons dans le vif du sujet avec une table ronde intitulée « Qu'est-ce que le vivant ? La vie au croisement de la biologie, de la philosophie et de la théologie ». Merci beaucoup. Alors, monsieur le doyen de la faculté des sciences de la vie, monsieur Gower, monsieur de Montigny, vice-doyen, monsieur Gounel, doyen de la faculté de théologie protestante, ici présent. Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, étudiants, bienvenue à tous, à chacun. Le cycle qui commence aujourd'hui a reçu le soutien de notre université, l'Université de Strasbourg, de la Fondation Eugène Bercier, de la région Alsace, institution que je tiens à remercier au nom de Rémi Gounel, qui est, lui, à l'initiative de cette manifestation. Ce cycle porte sur le vivant et sur le sens qu'il peut avoir en lui-même ou prendre pour nous, qui nous interrogeons sur le phénomène du vivant. La belle affiche réalisée au sein de notre université, que vous voyez là et sur l'écran, rapproche graphiquement le sens du point d'interrogation. C'est assez heureux, car il ne s'agit pas pour nous, ici, de répondre sans attendre « oui » à la question « le vivant a-t-il un sens ?» Il ne s'agit pas non plus d'affirmer péremptoirement une forme de partage des tâches entre les sciences dures et les sciences humaines. Dans ce partage a priori, les premières auraient pour fonction de décrire et de comprendre le vivant, les secondes, les sciences humaines, d'en désigner le sens. Ce n'est sûrement pas si simple. On peut même faire l'hypothèse qu'un sens qui ne serait pas fondé sur une compréhension du vivant tel qu'il est, risque de n'être qu'un sens plaqué sur le phénomène du vivant. Un sens de nature idéologique. Inversement, une compréhension biologique du vivant qui ne poserait jamais la question du sens du vivant risque de n'être qu'une compétence scientifique et technique aveugle. La question du vivant et de son sens nous met au défi, tant elle est complexe, au croisement de réalités et de discours nombreux, difficiles à articuler. Nous sommes ici pour circuler entre les approches scientifiques, pour les ouvrir les unes sur les autres. Même à l'université, le savoir ne circule pas de lui-même, spontanément. Il faut le faire circuler. Je remercie d'ores et déjà mes collègues, aujourd'hui ceux qui participeront au cycle qui suit, de se prêter au jeu qui consiste à parler de sciences dures à des auditeurs plus familiers de sciences humaines, à parler de théologie et de philosophie à des publics formés aux sciences dures. Ces conférences sont des invitations à circuler, mentalement, mais aussi physiquement, d'un lieu à l'autre de notre université. Le lien pour suivre en direct la conférence, les conférences, sera affiché sur le site internet de la faculté de théologie protestante. Les vidéos seront mises en ligne à chaque fois, grâce au service de la Dune, que je remercie, à partir de lundi sur canalc2.tv, canalc2.tv ou sur utv.unistra.fr.
C'est surtout utile, c'est aussi utile donc pour ceux qui ne peuvent pas être là et pour ceux qui doivent travailler l'une ou l'autre de ces conférences. Au sujet du programme. Voilà le programme dans sa version abrégée. Après la table ronde introductive d'aujourd'hui, seront abordées le 19 février dans la salle des thèses la question des mécanismes de l'évolution avec M. de Montigny et celle du rapport entre la sélection naturelle et la notion de finalité avec Mme Longy de la faculté de philosophie. Ce sont des enjeux importants du débat sur le vivant en constante modification depuis son apparition sur Terre. Il est important d'aborder la question de l'évolution seule, sans le faire à travers la notion de créationnisme. Vous savez que le créationnisme, pour faire court, c'est une doctrine présente dans les religions monothéistes qui vise à démontrer le caractère erroné des théories de l'évolution au nom d'une lecture supposée littérale des textes religieux. C'est important de parler de l'évolution toute seule, sans forcément l'opposer à la notion de création. S'il ne faut pas tout mêler, nous ne souhaitons pas non plus ignorer l'existence d'une pluralité de discours sur l'origine du vivant. Le discours scientifique, qui veut l'expliquer, le discours théologique, qui ne cherche pas tant à dire comment la vie a vu le jour, que de penser ensemble le monde, la réalité, et le Dieu nommé dans les textes religieux. Le nom de Gérard Sigwald pour la conférence du 5 mars, et je le remercie d'être présent, s'est imposé à nous. C'est un théologien ayant longtemps enseigné à la faculté de théologie protestante. Il a beaucoup travaillé et médité la question du rapport entre science et théologie. Son propos sera discuté donc le 5 mars par l'historienne des sciences, Madame Thomas. On souhaite en effet qu'il y ait le plus possible, non pas une juxtaposition, mais un dialogue des communications les unes avec les autres. Le 12 mars, M. Potier interrogera à travers la question de la microbiologie l'anthropocentrisme consistant à tenir l'homme pour le centre du vivant. L'essentiel du phénomène vivant n'est-il pas invisible à l'œil nu ? Frédéric Rognon, philosophe, théologien, proposera quant à lui une approche théologique de ce même anthropocentrisme. La séance du 19 mars sera un peu spéciale, d'une part parce que nous accueillerons le philosophe Dominique Bourg pour une conférence abordant le caractère fragile de la vie aujourd'hui, d'autre part parce que nous serons les hôtes de la région qui nous accueillera dans son hémicycle. Donc la conférence se tiendra à la région. Le 26 mars, enfin, se tiendra une table ronde conclusive où seront abordés les enjeux de la manipulation de la vie, du génome, par ces vivants que nous sommes. Table ronde où participeront Mesdames Thiel et Dupuy et Monsieur de Montigny. Merci à Daniel Frey pour cette introduction. Au moment où Daniel Frey achève son propos, Michel Denneken, premier vice-président de l'université, arrive. Je ne sais pas si je peux me permettre de te passer la parole d'emblée en imaginant bien que tu passes d'une chose à l'autre, c'est pas forcément... On vient du même endroit. Bonjour, ça va bien. On sait pas encore. Bon. Non, d'abord, je voudrais présenter mes excuses pour mon retard, mais nous avons un colloque actuellement. J'ai présidé cet après-midi, d'ailleurs, je vais faire la transition tout de suite. Frédéric Rognon y était aussi. De l'UMR que je dirige, droit, religion, entreprise et société, avec les travaillistes aussi, sur personne et travail. Et les 8 intervenants de cet après-midi, c'est un panel de philosophes, d'historiens du droit et de théologiens, catholiques, protestants, juifs, musulmans, d'ailleurs c'est assez polyphonique et intéressant, sur la notion de personne et de travail. Et je dirais, passant de ce côté, avec un peu de retard,
au fond, on est sur la même approche de notre université. Donc, la première chose que je voudrais dire, je serai très bref, c'est que c'est la deuxième série de ces conférences. L'an dernier, c'était sur l'économie. Là aussi, l'esprit, c'est d'intéresser toute la communauté universitaire, c'est d'avoir des approches pluridisciplinaires sur des sujets qui sont à la fois sociétaux, mais aussi qui ont un sens par rapport à notre travail académique. Donc, je remercie celles et ceux qui l'organisent, qui nous permettent de débattre. Tout à l'heure, nos 8 intervenants ont vraiment remis en cause un certain nombre d'idées reçues sur les esclaves à Rome, sur les pauvres chrétiens massacrés et sur les musulmans intransigeants. J'ai dit pour conclure qu'on manifeste beaucoup en ce moment pour le droit à la caricature, mais nous avons aussi le droit de lutter contre les caricatures. Et je crois que le travail que nous faisons dans nos conférences, c'est aussi ça. Quant au sujet, évidemment, il peut déraper. On a très peur en ce moment des sujets qui fâchent, parce que si on parle du vivant avec des biologistes et des théologiens, on voit tout de suite Gnose de Princeton, Intelligent Design et je ne sais quelle autre chose dont on aurait soi-disant peur, n'est-ce pas? Et justement, c'est parce que ces sujets méritent autre chose que des caricatures, des invectives et, je dirais tout simplement, les poubelles de l'histoire, que nous avons le courage dans cette université de les traiter. Et puis, surtout, le titre de cette série, c'est Le Vivant. Alors, je suis très heureux. Il n'y a pas de neutre en français, mais c'est quand même un neutre. Et je crois que c'est intéressant. Du coup, ça nous permet de réfléchir sur le lien entre bios et zoé. On est ici plutôt dans une faculté qui s'occupe du bios, mais zoé n'est pas loin. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse, cette tension entre le vivant qui est zoé, et puis le vivant qui est bios. Et donc, merci aux intervenants. Merci aussi, je dirais, à celles et ceux qui nous font la joie de venir se rafraîchir les méninges ou s'ouvrir les esprits. Je crois que nous sommes tout à fait aussi dans l'esprit de notre université, mais aussi, je crois, dans cette grande pluridisciplinarité qui est la nôtre. Et nous n'avons pas assez de lieux où cette pluridisciplinarité peut s'exprimer gratuitement et je dirais de manière, disons, non intéressée. On n'a pas ni à produire les actes d'un colloque, ni à faire un contrôle continu, n'est-ce pas François? Mais on a envie tout simplement de profiter de la science qui est dans cette université et elle est vaste et nombreuse. Et donc à ce titre-là, je suis heureux d'ouvrir ce cycle que j'espère aussi, enfin je suis même sûr qu'il sera aussi passionnant et aussi visité que le premier sur l'économie qui a été, je crois, un premier grand succès. Et donc, merci d'avoir organisé cette deuxième série. Et puis maintenant, place à nos intervenants. Merci à toi, Michel, pour ces mots au nom d'université. Donc, vous avez entendu les 2 personnes qui viennent de s'intervenir employer des termes qui sont tout à fait dans le même registre, même s'il y a un petit peu différent. Discussion, débat, je me permettrais de rajouter un 3e mot-clé, peut-être entretien. Donc le but, c'est vraiment de faire circuler la parole, de discuter, d'échanger. Simplement, pour pouvoir discuter et échanger, encore faut-il qu'on sache de quoi parle l'autre. Et donc, la soirée ce soir va être organisée en 2 temps. Un premier temps où les 3 intervenants vont vous parler, vous présenter leur questionnement, leur méthode, tout ce qu'ils ont à vous dire. Donc, vous aurez comme ça un aperçu du positionnement, d'abord de François Gauer, enseignant en sciences de la vie et de la terre, qui est aussi le doyen de cette faculté. Puis Carsten M. Kuller, professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante. Et enfin, Daniel Frey, vous avez déjà entendu tout à l'heure, philosophe à la faculté de théologie protestante. Donc 10 minutes, un quart d'heure par personne, ça débordera peut-être un petit peu. Donc vous aurez comme ça un point de vue différencié de 3 personnes. Et après, nous aurons un moment pour discuter, pour débattre, pour confronter, pour voir des parallèles, pour opposer, peut-être pour faire des ouvertures dans des directions qui n'ont pas été encore abordées. Donc là, la parole sera libre et nous aurons un moment de discussion qui pourra durer peut-être un maximum de 3 quarts d'heure. L'idée est quand même de finir avant 20h
Je pense que nous avons tous des journées relativement chargées, donc le but de ce genre de soirée est de nous instruire, de nous ouvrir l'esprit, pas forcément de nous mettre un poids pour la fin de soirée, mais il va de soi que s'il y en a parmi vous qui veulent prolonger la discussion, ils seront les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Alors j'ai le plaisir pour commencer de passer la parole à M. François Gauer, doyen de la faculté des sciences et de la vie de la Terre, qui est aussi vice-président délégué à l'offre de formation, mais qui est là surtout en tant que spécialiste d'un certain nombre de questions touchant au vivant. Et donc nous allons avoir un point de vue de biologiste sur la notion du vivant. Merci Rémi. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'inaugurer ce cycle de conférences. Michel Denneken l'a dit, Daniel Frey l'a dit, Rémi vient de le rappeler, conférence transdisciplinaire pour vraiment, dans cet esprit universitaire qui nous caractérise, pouvoir aborder des sujets qui sont des questions que nous nous posons tous, chacun avec nos champs de référence, chacun avec nos champs de compétences. Donc, excusez-moi, je vais juste mettre le diaporama en route. Le vivant a-t-il un sens? Qu'est-ce que le vivant pour un biologiste? Depuis que l'homme est doué du langage, peut-être certains diront depuis que l'homme est homme, l'homme parle, il questionne, il s'interroge, il décrit, il nomme, il veut comprendre et il veut expliquer. Peut-être que là, je peux faire tout de suite un parallélisme avec la science. La science, et c'est là où nous allons pouvoir nous rejoindre avec 3 disciplines différentes, ne veut pas expliquer. La science veut comprendre. Et quand la science a compris, alors c'est le rôle du scientifique de pouvoir expliquer. Ça nous replace tout de suite à une échelle qui est peut-être un peu plus modeste et qui nous remet dans les enjeux qui sont les nôtres, avancer dans des terrains inconnus, faire reculer la limite de cet inconnu et ensuite pouvoir le partager. Alors, ce que nous voulons comprendre ici, ce que nous voulons peut-être pouvoir expliquer, c'est le monde du vivant. Et ce monde, je peux le définir de plusieurs façons. L'homme nomme ce qui est vivant par opposition à ce qui est mort. Mais l'homme nomme aussi ce qui est vivant par opposition à ce qui est inerte. Et en définitive, au départ, il est beaucoup plus facile de reconnaître le vivant que de le définir. Vous voyez ici quelques exemples que vous reconnaîtrez aisément. Champignons, animaux, méduses ici, étudiants, humains, quelques plantes, du matériel vivant. Nous le reconnaissons tous en tant que tel, par notre expérience propre. J'aurais pu vous montrer quelques images de vivants qui n'est pas forcément aisé de classer d'emblée dans cette catégorie. À côté, un monde qui l'est moins, monde minéral. Donc ici, reconnaître le vivant de l'inerte est simple parce que ça fait appel à notre expérience. Mais reconnaître quelque chose, c'est redécouvrir ce que l'on connaît déjà. Donc, ce n'est nullement un cheminement de science qui se veut de reculer la frontière de ce que nous ne connaissons pas. Pouvons-nous aller plus loin? Au-delà de cette reconnaissance, pouvons-nous passer à une définition du vivant? Pouvons-nous essayer de donner quelques critères qui nous permettront de dire, en science, ceci est vivant et ceci ne l'est pas? Reconnaître le vivant, cela, bien évidemment, ne suffira pas à le définir, sinon mon exposé serait très court. Donc, ce que nous allons regarder ensemble, c'est de nous mettre dans la posture simplement du scientifique. Et le scientifique, face au nouveau, face à l'inconnu, d'abord se l'approprie d'une façon très simple. Il l'observe. Alors, voici un exemple d'un organisme vivant.
une agave, et vous voyez sur cette agave plusieurs choses, plusieurs stades de vie. C'est de l'observation. Avant d'obtenir cette agave, nous avons d'abord eu ça, une graine qui germe, et ensuite une plantule qui va assurer sa croissance. Ici, c'est un stade de développement. L'organisme vivant se développe. Je n'invente rien, je ne définis rien, j'observe, je constate. Cet organisme qui se développe va ensuite, et c'est une particularité assez spectaculaire chez cette espèce, se maintenir. C'est-à-dire, cette plante va continuer sa croissance, mais pendant des années, des décennies, vous allez la trouver sous cet aspect. Et cette phase de maintien va s'achever chez cette espèce par cette phase qui est à droite, une phase de reproduction. Vous voyez ici la floraison de la plante, qui va conduire bien évidemment à des productions de graines puis à une germination. Et immédiatement après, particularité de cette espèce, vous avez une mort de l'organisme. Ici, nous avons 3 étapes absolument clés de ce que nous constatons en observant un organisme vivant. Il se développe, il se maintient, et il se maintient suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire, pour boucler ce cycle que je viens d'énoncer. Ceci peut se voir aisément, bien évidemment, avec d'autres exemples. Donc, pas de graines ici, mais un œuf, pas de plantule, mais un embryon, puis un individu adulte qui se maintient et qui va se reproduire. Ici, simplement, c'est aussi le cas de l'espèce humaine, la reproduction n'est pas synonyme de mort immédiate, et donc le cycle peut se boucler et avec le même individu se reboucler plusieurs fois. Mais nous revenons néanmoins aux mêmes étapes. Un développement, un maintien en l'état, ce qu'on appelle en physiologie une homéostasie, puis une reproduction. Ces différentes étapes pourraient conduire à des aberrations. Par exemple, celle que je vous présente, où j'ai simplement ici mélangé les images. Et je pense que même sans critères de science particuliers, personne ne sera surpris que je dise que l'embryon ne donnera pas une agave adulte et que la reproduction des marmottes ne passera pas ensuite par une germination de graines. Tout ça pour dire qu'entre toutes ces étapes, nous voyons qu'il y a une interdépendance qui dépend directement de la nature de l'individu que nous considérons, qui dépend directement de son espèce, qui dépend directement de quelque chose qui lui est interne et qui va conditionner la validité de ce cycle. Cette information qui est interne, c'est son patrimoine génétique. Dit autrement, l'organisme se développe, se maintient et se reproduit selon un plan interne d'organisation, selon une information qu'il contient, de sa naissance à sa mort. En cela, le système vivant est un système qui est autonome. Il a une autonomie par rapport au monde extérieur parce que tout son devenir est contenu, tout son devenir potentiel est contenu dans l'information qu'il contient au départ. L'organisme vivant est donc un système autonome. Alors, je vous ai remis ici, en haut de cette diapositive, une conclusion partielle. La science observe, c'est ce que nous avons fait, elle analyse et elle aboutit à une compréhension. La compréhension, c'est cette notion d'autonomie. Je le vois, parce que si l'information génétique est modifiée, c'est l'ensemble qui est modifié. Autonomie du vivant. Et ceci est une différence fondamentale avec ce qui n'est pas vivant. Je vous ai mis à droite ici un exemple de roche. La première est un calcaire, la deuxième en est un également, mais c'est un marbre. Et entre le calcaire de gauche et le marbre de droite, il y a une transformation. Cette transformation est simplement régie par des lois de pression, de temps
et de température. Soumis à une cuisson et à une pression élevée, le calcaire se transforme en marbre. Ce n'est pas une information endogène, ce n'est pas une information propre, ce sont les conditions expérimentales, les conditions environnementales qui vont conditionner le devenir de ce que nous avions initialement. À l'inverse, dans le cas du vivant, l'embryon va devenir ici un sourire sur un visage grâce à l'expression d'un génome, l'autonomie du vivant. Mais ce monde vivant a une limite, cette autonomie a une limite. En effet, le système vivant est un système organisé. L'organisation d'un système est un phénomène coûteux. Le désordre coûte moins cher que l'ordre. Et donc, développer, maintenir et permettre des processus aussi complexes que celui de la reproduction a un coût énergétique. C'est la limite de l'autonomie du vivant. L'organisme vivant va devoir puiser l'énergie dont il a besoin pour réaliser toutes ces étapes. Il va devoir puiser cette énergie dans le monde qui l'entoure. Ceci va être fait avec des modalités extrêmement différentes. Mais c'est la même problématique, que ce soit le séquoia ici, qui se bat pour prolonger ses tiges, ses organes foliaires vers la lumière, pour réaliser des synthèses de molécules organiques, que ce soit une biche qui vient manger ces mêmes productions végétales, ou que ce soit un lion qui se nourrit non pas d'une biche mais d'un zèbre ici, ou une lionne plutôt, tout cela, c'est une relation de l'organisme qui va puiser son énergie dans le milieu. Alors certains vous diront, l'organisme vivant a aussi une autre caractéristique, il se déplace. C'est quelque chose que l'on voit souvent. Oui, c'est vrai. Déplacement vertical de l'arbre, déplacement vertical pour aller à la recherche de l'énergie, déplacement horizontal et parfois vertical avec le vol des animaux pour aller rechercher de la nourriture. La locomotion n'est ici qu'une façon d'aller à la rencontre de cette énergie pour assurer les autres fonctions. L'organisme animal, l'organisme végétal, un système qui se maintient, qui se développe, qui se maintient suffisamment longtemps grâce à un apport d'énergie pour pouvoir se reproduire. Cette énergie n'est pas consommée dans l'organisme, comme cela d'une façon vague. Là aussi, l'observation, l'analyse et la compréhension nous montrent une information très importante. Cette énergie va être utilisée dans la cellule. Vous avez ici deux exemples. Une cellule animale à gauche, une cellule végétale à sa droite. À l'intérieur, toute la mécanique cellulaire, avec des parties hautement conservées, j'en citerai deux. Ici, le noyau qui contient l'information génétique, et ici une autre, les mitochondries, qui vont être le lieu où la cellule va transformer son énergie pour pouvoir l'utiliser. Dit autrement, voilà l'organisme vivant. C'est un organisme qui se développe, qui se maintient et qui se reproduit. Il se reproduit tellement bien qu'on arrive à obtenir des organismes pluricellulaires, nous en sommes des bons exemples. Voilà le lieu de la vie. Voilà le lieu de la vie avec des mécanismes, je ne vous les décrirai pas, qui sont hautement conservés. Certains sont spécifiques aux végétaux, par exemple la photosynthèse. Mais en ce qui concerne l'énergétique et la façon d'utiliser de l'énergie dans un organisme, les problématiques seront les mêmes. Tout cela pour dire, un organisme se développe, il se maintient, il se reproduit grâce à de l'énergie prélevée dans son milieu, tout cela autour d'une unité, l'unité du vivant, la cellule. Est-ce que la cellule est une définition du vivant ? Je n'en suis pas si sûr. Si je reprends ce que nous avions avant, nous sommes partis du constat que nous faisons tous en observant le monde, qui est le constat de la biodiversité. À partir de la cellule, qu'elle soit animale ici, végétale à votre droite, nous obtenons, vous voyez, une pluralité d'organismes. Une pluralité d'organismes qui nous montre, in fine, une autre, et qui sera la dernière propriété dont je parlerai du vivant, qui est l'organisme vivant est un système qui évolue. À partir de la cellule, une unité
Une cellule est une cellule. Point. Avec son équipement cellulaire, avec des mécanismes de fonctionnement qui sont les mêmes. À partir de cette unité, nous avons une diversité extrême. Thème et variation, unité et diversité. Tout cela, c'est ce que nous nommons évolution, qui n'est d'une autre façon que de l'adaptation d'un organisme aux conditions de l'environnement qui lui donne cette énergie dont il a besoin pour pouvoir assurer les fonctions qui le caractérisent. Une autonomie, développement, maintien et reproduction, permise grâce à son plan interne d'organisation, son patrimoine génétique. Je vous remercie. Merci à François Gauer pour cette introduction type biologique qui pose déjà des questions tout à fait essentielles sur la définition du vivant. Donc la suite de la réflexion maintenant avec Carsten Nemkuller, professeur de théologie systématique et d'éthique à la faculté de théologie protestante. Bonsoir. Aussi de mon côté, un grand merci aux organisateurs de cette série de discussions, de soirées. Je suis très contente de pouvoir aussi contribuer de façon modeste à cette première table ronde. En tant que théologien, donc quelqu'un qui fait des discours sur Dieu, pour le dire littéralement, ou le traduire littéralement, vous savez que nous avons 2 facultés de théologie au sein de l'Université de Strasbourg. C'est une spécificité ici de notre université et je pense que c'est une très bonne chose et ça reflète un petit peu aussi cet idéal d'un dialogue entre les différentes facultés et les différentes approches de la réalité. En tant que théologien, j'ai réfléchi à cette notion du vivant et j'aimerais partager avec vous 4 aspects de l'approche théologique sur cette thématique. Le premier aspect, je l'ai résumé dans une thèse, dans la perspective de la théologie, la vie et aussi le vivant apparaît toujours comme un don, comme quelque chose dont on peut s'émerveiller, un phénomène qui fait partie de la création, terme théologique. Elle témoigne donc d'un créateur. Et toute la problématique est déjà donnée avec cette seule phrase. Les chrétiens confessent tous dans le credo des apôtres « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Et la notion d'un créateur nous conduit bien évidemment au débat autour de la théorie de l'évolution, ça a déjà été mentionné, et la question de savoir si la foi religieuse en un créateur s'accorde avec cette théorie de l'évolution. Ce débat est fascinant. Et on observe même actuellement un nouveau intérêt pour ces questions, étant donné que certains mouvements se sont installés durant les 2 dernières décennies ou les 3 dernières décennies. Le mouvement du dessin intelligent ou intelligent design a déjà été mentionné par le premier vice-président de l'université. Et de l'autre côté, il y a aussi un nouveau mouvement qu'on appelle le nouvel athéisme, qui se réclame particulièrement aussi de cette théorie de l'évolution. J'aimerais brièvement mentionner ce débat qui me semble extrêmement intéressant. Le mouvement du intelligent design se constitue dans les années 90 du dernier siècle aux États-Unis. Comme le nom l'indique, il affirme que la complexité des structures du vivant, dont M. Gauer a parlé, témoigne de l'existence d'un agent intelligent et plus généralement d'une finalité ou d'une téléologie du vivant. Donc, dans le vivant serait inscrit une téléologie, une finalité. On pourrait donc considérer ce mouvement comme une nouvelle forme de l'ancien créationnisme, mais il faut quand même savoir que les adeptes de Intelligent Design affirment que leur théorie se distingue en 2 points essentiels du créationnisme classique. Tout d'abord, ce mouvement se veut une vraie conception scientifique de l'origine du monde. Il se propose de donner une analyse scientifique des possibilités de l'émergence et de l'évolution de la vie. Un des représentants importants du dessin intelligent, c'est Michael Behe, donc B-E-H-E, auteur de l'ouvrage important La boîte noire de Darwin, traduit en français et paru en 2009.
Il base son développement surtout sur les recherches en biochimie. On est ici à l'Institut de chimie biologique, et donc lui, il travaille notamment là-dessus. Et pour dire, donc, il faut admettre un designer intelligent qui aurait créé la vie. La deuxième différence par rapport à l'ancien créationnisme, c'est qu'ils se retiennent quand même, ils ne parlent pas beaucoup de Dieu, ils parlent d'un agent intelligent, ils ne veulent pas trop rapidement passer de cette notion au Dieu créateur juif ou chrétien. Et donc, l'intelligent design ne s'oppose pas du tout contre l'idée d'une évolution de la vie, comme on pourrait le croire, mais c'est plutôt l'idée d'une évolution marquée par une téléologie, donc déjà orientée, donc un plan inhérent dans cette évolution. Et l'idée centrale, c'est que l'évolution des structures biochimiques extrêmement compliquées, même pour la seule cellule, il parle d'une complexité irréductible. Donc cette évolution des structures biochimiques que nous avons découvert dans toutes les formes de la vie, y compris sur le plan des cellules, nécessiterait, dans le cadre d'un calcul de probabilité, c'est la deuxième science qui entre en jeu, le calcul de probabilité, nécessiterait des périodes infiniment plus grandes que les périodes de l'évolution de la vie que nous supposons actuellement. Et donc, la conclusion est qu'il y a eu une évolution dirigée, téléologique. Lorsqu'on essaye de se positionner en tant que théologien par rapport à ces thèses, il me semble tout d'abord qu'une certaine retenue de ma part est à sa bonne place, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments scientifiques qui entrent en jeu, un savoir technique important est nécessaire, et donc je ne peux pas tout à fait m'exprimer sur la pertinence des thèses scientifiques que ce mouvement avance. Mais je peux répondre par rapport à ma propre domaine, donc celui de la théologie, mon propre domaine. Sur le plan de la théologie, nous notons que le concept d'un designer intelligent nous renvoie, une fois de plus, à l'idée d'un agent qui est une sorte de cause première, un premier élément de la chaîne de causalité. Et de cette manière, ce mouvement débouche quand même plus ou moins sur une forme moderne de la cinquième voie de Thomas d'Aquin. Donc, Thomas d'Aquin nous a laissé 5 preuves de l'existence de Dieu, et déjà à son époque, la cinquième preuve parlait d'une certaine finalité, une certaine téléologie dans les choses de ce monde, et ce serait donc une sorte de démonstration de l'existence de Dieu. Cette démonstration, en fonction de la téléologie de la vie, souffre quand même de 2 faiblesses, me semble-t-il. Tout d'abord, elle reste extrêmement discutée sur le plan des sciences. Le concept d'une complexité irréductible qui est au centre de ce discours n'est pas du tout accepté de façon générale dans la communauté scientifique. Mais qui plus est, cette démonstration nous donne seulement un Dieu qui est compris comme un élément de la chaîne de la causalité. Dans ce modèle, Dieu est donc la cause première. Un tel Dieu risque d'être considéré, à tort ou à raison, comme un Dieu bouche-trou auquel nous faisons appel lorsque aucune explication immanente n'est à notre portée. D'un autre côté, vous trouvez cet autre mouvement dont j'ai parlé, on parle des nouveaux athées, un terme qu'on utilise, on parle notamment des Américains Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, et surtout l'anglais Richard Dawkins, peut-être le plus connu. Richard Dawkins, il a publié un best-seller en 2006 intitulé The God Delusion, traduit en français en 2008 sous le titre « Pour en finir avec Dieu ». Là, c'est exactement l'inverse. Selon Dawkins, la théorie de l'évolution conduit plus ou moins à la démonstration que Dieu n'existe pas. Parce que donc il prend un petit peu ce mouvement d'intelligent design, il le prend un peu comme un résumé d'une position chrétienne ou position religieuse de façon plus générale, et il dit que l'hypothèse d'un designer n'échappe pas non plus au calcul de probabilité. Et si déjà
les formes connues de la vie sont tellement improbables, selon le discours de Intelligent Design, nous sommes contraints de dire la même chose aussi de l'exigence du designer. Son existence est encore moins probable et nous n'échappons point du problème d'une régression à l'infini. D'un point de vue théologique, il faudrait opposer deux remarques, je pense, au discours athée de Dawkins et des nouveaux athées. Tout d'abord, je note que l'idée de la sélection naturelle qu'il avance principalement ne fonctionne bien évidemment qu'au moment où la vie est déjà en place. Donc nous sommes théistes et athéistes, nous sommes ensemble face à la question de l'émergence de la vie elle-même, question qu'il faut peut-être encore débattre après, et plus généralement encore devant le mystère de l'existence de la matière elle-même. Ce grand tout début reste bien évidemment énigmatique pour les uns et pour les autres. Et deuxièmement, Dawkins lui-même réduit la foi théiste à une telle position où Dieu est le premier élément de la chaîne de causalité. Il reproche aux religions une certaine vénération des lacunes, donc toujours là où on trouve une lacune dans le savoir, on place le Dieu dans cette lacune, donc vraiment ce Dieu bouche-trou. Et il fait croire que ce Dieu bouche-trou est la seule possibilité de penser Dieu au sein d'une approche religieuse du monde. Mais cette affirmation, elle est sans doute fausse. Pour la théologie chrétienne, Dieu, s'il existe, est le tout autre, le vis-à-vis du monde, le vis-à-vis de toute création. Et à vrai dire, Dawkins ne pense pas à la notion de la transcendance du tout autre. Le Dieu contre lequel il se dresse, c'est une fois de plus une cause immanente dans ce monde. Donc je pense que Dawkins reste lui-même le prisonnier du modèle qu'il attaque sous la forme de la théorie du dessein intelligent. Voilà, ça c'était un premier point, tout ce débat autour de la vie en tant que don et autour de la phrase qu'on trouve dans le credo chrétien, donc Dieu, créateur du ciel et du monde. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder est aussi tout à fait intéressant. Là aussi, j'ai formulé une thèse et une phrase. La vie apparaît comme une force qui anime un corps. La vie, d'une certaine manière, est le souffle de vie, ce que les anciens philosophes ont appelé l'âme. Je pose donc la question, y a-t-il autre chose dans la vie, y a-t-il autre chose que de la matière ? On sait que pour les philosophes grecs, la vie elle-même était une autre réalité que la matière. Et souvent, c'est presque synonyme pour Platon, pour Aristote, la vie, le vivant et l'âme, c'est presque synonyme. Pour l'homme moderne se pose ici la question de savoir s'il y a à côté de la matière encore autre chose, une autre réalité qu'on pourrait appeler âme ou esprit. Prenons, à titre d'exemple, la conscience de soi de l'être humain. Est-elle seulement et uniquement le résultat de certaines transmissions chimiques et électriques dans le cerveau ? Ce serait une position matérialiste ou moniste. On peut aussi parler d'une position épiphénoméniste, parce que l'esprit est considéré comme un épiphénomène de la matière. Ou pensons-nous au contraire que le cerveau est un support pour une autre entité distincte de la matière, que nous pouvons appeler esprit ou même âme? Ce serait une position dualiste ou interactionniste. Elle stipulerait qu'il y a une interaction entre la matière, le corps, et autre chose, l'esprit. D'ailleurs, les deux positions monistes ou dualistes affirment ensemble qu'il y a bien évidemment une corrélation entre un état de conscience et un certain état du cerveau. Ça, tout le monde est d'accord. Il y a une corrélation entre des états de cerveau avec les procédés. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire des images du cerveau et tout ça, c'est très clair. Mais il reste cette différence entre une position moniste et une position dualiste. Pour les deux positions, il y a bien évidemment des exemples célèbres. Je note tout simplement pour la position dualiste le livre très connu de Karl Popper et du prix Nobel John Eccles, The Self and its Brain,
publié déjà dans les années 70. Et déjà le titre dit tout. Hein. Donc pour ces deux auteurs, il y a un soi qui dispose d'un cerveau et qui utilise un cerveau. La théologie chrétienne, je voulais encore dire qu'on sait bien sûr, ici en France, je ne peux pas ne pas dire que Descartes affirmait que la glande pinéale et donc l'épiphyse qui serait le lieu où les deux entités se croisent et se rencontrent. Voilà. La théologie chrétienne a toujours souligné l'existence d'une autre réalité à côté de la matière, celle de l'esprit, déjà en affirmant que Dieu lui-même est esprit. Par définition, Dieu n'appartient pas au monde créé, à la matière, donc elle a toujours affirmé un Dieu qui serait esprit. Et l'être humain est un être auquel Dieu s'adresse. Il y a donc sollicitude, altérité, parole, il y a relation. Un tu qui s'adresse à un je. Et l'homme créé à l'image de Dieu participe donc, dans cette perspective de la théologie, à cette autre réalité de Dieu de par la relation. De cette manière, on peut sans doute dire que les religions monothéistes, en tout cas, ne sont certainement pas monistes. L'homme est plus que son corps, et il faudrait même dire que la vie n'est pas seulement un épiphénomène de la matière. Il y a encore autre chose là-dedans. Et je pense sans doute qu'il faudrait en discuter. Mes deux derniers points sont vraiment brefs, parce que je pense que j'ai déjà utilisé mon temps. Troisième problème que je voulais évoquer dans la perspective de la théologie, c'est la question de la maîtrise du vivant. Donc c'est une question très actuelle. Vous savez tous que dans le récit de la Genèse, l'homme doit cultiver le jardin, il doit soumettre la terre, et on peut poser la question, quel est le rôle de l'humain aujourd'hui? Nous avons de plus en plus la possibilité d'intervenir sur le vivant, sur le génome. On a discuté les OGM, mais aussi une éventuelle amélioration de l'homme. Ce sont des grandes questions actuelles. Et la théologie est partie prenante dans ce débat. Nous avons organisé l'année dernière un colloque sur ces questions, aussi ici à Strasbourg. Et c'est un débat fascinant. Il y a deux opinions, en gros, il y a deux opinions opposées dans le débat théologique. D'une part, l'opinion que de tels projets témoignent plutôt de l'orgueil de l'homme, de la hubris, comme disaient les Grecs, l'homme qui s'érige en tant que créateur, et donc il faudrait plutôt s'abstenir de tels projets. Ce serait playing God, jouer Dieu. Et aussi l'opinion opposée, qui dit que l'homme a précisément une vocation toute particulière, celle d'être un être de culture, de se créer une culture, et que donc de telles interventions sont tout à fait, ou témoignent de cette vocation tout à fait particulière de l'être humain. Personnellement, je suis plus en faveur de ce deuxième argument. J'aurais aussi des arguments, je ne peux pas les développer maintenant, mais peut-être après dans la discussion. J'évoque un tout dernier petit point, mais qui est vraiment particulier à la théologie. Il est quand même intéressant que dans les écrits du Nouveau Testament, le terme Zoé, aussi déjà mentionné par le premier vice-président, est utilisé pour parler de la vie biologique, mais aussi pour une vie après la mort. Une vie eschatologique. Et on ne peut pas parler de la notion de la vie en théologie sans dire que pour la théologie, la vie n'est pas uniquement une affaire entre naissance et mort, mais que l'espérance chrétienne parle d'une vie post-mortem. Mais il y a quand même une notion qui lie ces deux approches scientifiques, qui parlent donc de la vie entre naissance et mort, et la question de la vie en théologie, et ce mot qui fait un lien entre ces deux approches, c'est la notion de la relation. On vient d'entendre que la vie biologique fonctionne aussi par des relations. Il faut donc tout à fait, par exemple, le métabolisme, c'est une relation avec l'environnement, les stimuli, etc. Et on peut dire la même chose aussi sur le plan de la théologie. L'être humain est un être de relation. Et comme une des relations de l'être humain est celle à la transcendance ou à Dieu, la théologie chrétienne a toujours
affirmer que cette dernière relation à Dieu ne peut pas être limitée par la mort. Et je termine avec une belle phrase de Luther, grand réformateur, qui a dit une fois « Celui avec qui Dieu parle doit être immortel ». Voilà quelques réflexions théologiques, je vous remercie. Et biologie, théologie sont deux perspectives différentes, mais qui se rejoignent sur certains points. Je pense qu'on pourra le revoir dans la discussion. Il y a des lieux de friction, on peut dire, friction constructive, dans le sens le plus positif du terme, qui apparaissent déjà dans ces deux premiers exposés. Puis en espérant que vous ayez encore le courage, on va rajouter un troisième point de vue, la philosophie, qui évidemment ne se réduit ni à la biologie ni à la théologie. Et je passe la parole donc à Daniel Frey, qui est maître de conférence en philosophie à la faculté de théologie protestante. Effectivement, du courage, il va en falloir pour supporter ce que les philosophes ont à dire sur le vivant. Je présenterai mon propos sous forme de 3 petites questions. Qu'est-ce que la philosophie peut bien dire du vivant? Première. Qu'est-ce qu'on a pu dire du vivant dans l'histoire de la philosophie? La seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire du vivant dans la philosophie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que la philosophie peut dire du vivant? On peut dire autrement, de quoi la philosophie peut-elle parler, elle qui n'observe pas le vivant, qui ne l'explique pas et ne le modifie pas? La philosophie n'est pas une science. La philosophie et la science sont devenues des modalités distinctes de recherche, de savoir, avec l'apparition de la science moderne, disons pour faire court, avec Galilée. Depuis, la science et la philosophie poursuivent chacune leur chemin de construction et de révision des connaissances relatives aux réalités de la nature pour les sciences, de production et d'interprétation de savoirs anthropologiques pour les philosophies. Les savoirs philosophiques se constituent par la reprise, la critique de représentations antérieures. La philosophie, c'est un savoir dans lequel la pensée se prend elle-même pour objet et en même temps essaie de penser le monde. Elle progresse, mais en reprenant sans cesse l'examen de sa propre tradition. En un sens, philosopher, c'est toujours philosopher avec un autre philosophe, contre un autre philosophe, au-delà des philosophes, à partir de l'étude de leurs œuvres, en même temps que les questions que posaient les philosophes évoluent. La philosophie n'est pas uniquement liée à sa propre tradition, elle est aussi dépendante des savoirs constitués par les sciences dures et par les sciences humaines. Par exemple, la philosophie du vivant ne peut pas penser le vivant uniquement sur la base de sa propre tradition avec Aristote, Descartes, Kant, sous peine d'être une philosophie en vase clos. Elle doit lire et tâcher de comprendre les travaux des biologistes, si elle veut être une philosophie du vivant. Alors, la philosophie, quand elle se pose la question du vivant, elle doit le comprendre de son propre point de vue, d'un point de vue anthropologique. Elle doit se demander ce que cela signifie, quel est le sens d'être un être vivant, apparemment le seul être vivant, conscient de sa destinée. Elle peut également, la philosophie, interroger les traditions, les autres traditions religieuses, littéraires, artistiques, qui depuis toujours ont pensé à la condition humaine. Il n'y a pas de pensée qui fasse l'économie des symboles. La philosophie est aussi une discipline qui interprète les symboles en toute indépendance. Ça veut dire que, par exemple, lorsque la philosophie considère les textes religieux, elle ne prétend pas du tout se situer dans une démarche confessionnelle. Elle peut lire la Bible, le Talmud ou le Coran sans du tout se sentir obligée de croire aux réalités qui sont énoncées dans ces textes. Il suffit pour elle de les interpréter en sympathie, tâcher de savoir ce qu'ils veulent dire. Enfin, la philosophie a une dimension éthique lorsqu'elle pose la question du sens de ce que nous faisons au vivant. Carsten Lehmkuhler l'a évoqué pour finir.
À cet égard, la philosophie est un des gardiens de notre action. Elle nous fait demander quel est le sens de ce que nous sommes déjà en train de faire. Elle vient après les sciences dures, après les applications, mais c'est un retard en un sens qu'elle rattrape en posant la question de ce que nous voulons faire. Ma deuxième question, qu'est-ce que le vivant dans l'histoire de la philosophie ? Je vais prendre l'exemple d'Aristote. Je ne suis pas du tout spécialiste du vivant et je ne suis pas spécialiste d'Aristote, mais Aristote est incontournable lorsqu'on essaie de poser la question du vivant. Aristote, c'est un philosophe antique et il est antérieur à cette distinction entre philosophie et science que j'évoquais. À l'époque d'Aristote, quand on est philosophe, on est savant. Quand on est savant, on est sage. C'est tout un. Le même auteur peut écrire un traité de météorologie, un traité sur les animaux ou un traité sur l'âme ou sur la métaphysique. En l'occurrence, il a posé un certain nombre de jalons dont beaucoup vont être dépassés dans l'histoire des sciences. Alors, est-ce que ça veut dire que la philosophie, finalement, elle a comme héritage des textes dépassés qui disent des choses obsolètes sur le vivant ? En un sens, oui. Et en un autre sens, non, parce que étaient mêlées à ces considérations scientifiques, la science de l'époque, des considérations conceptuelles, proprement philosophiques, qui peuvent en faire encore aujourd'hui l'intérêt. D'une certaine façon, si on pose la question ici du sens du vivant, on le doit aussi à la philosophie. Super, vous voyez pas tout. Ouais. Comment on fait pour... Merci. C'est pas la première fois que je vois un ordinateur, mais on dirait quand même. Donc je dis, la philosophie, d'une certaine façon, on lui doit la question qu'est-ce que le vivant ? Pourquoi je me permets de dire ça ? Parce qu'il y a un célèbre savant, Claude Bernard, 1813-1878, qui a écrit des leçons sur les phénomènes de la vie et qui considérait qu'au fond, la vie, on sait bien assez ce que c'est pas la peine d'essayer de la définir. Vous voyez la citation, « Il n'y a pas à définir la vie en physiologie. Lorsqu'on parle de la vie, on se comprend à ce sujet sans difficulté, et c'est assez pour justifier l'emploi du terme d'une manière exempte d'équivoque. » C'est intéressant, hein, cette volonté pour un savant de dire, bon, la vie, on va étudier le vivant, mais définir la vie, quel intérêt ? La philosophie se pose la question de ce qu'est la vie, de ce que sont les êtres vivants. Aristote le fait notamment dans un traité qui s'intitule « De l'âme ». On y lit cette définition. « Parmi les corps naturels, les uns ont la vie, les autres ne l'ont pas. La vie telle que je l'entends consiste à se nourrir soi-même, à croître, à dépérir. » On a un écho à ce que disait M. Gower sur la distinction entre vivant, non-vivant et sur les facultés de la vie. Pour Aristote, la vie est inséparable de l'âme. L'âme, c'est un principe d'animation. Dans animation, vous entendez anima, c'est âme en latin. Là où l'histoire de la philosophie est utile, c'est qu'elle nous invite à éviter les anachronismes. Par exemple, il faut le dire qu'Aristote n'est pas un naturaliste, n'est pas un biologiste, mais il livre des descriptions de naturalistes. Il est en même temps naturaliste et philosophe. Il fait preuve d'une curiosité, d'une volonté de classer les différents êtres vivants qu'on ne retrouvera d'une certaine façon pas avant Cuvier. Donc ça fait quand même un long moment où on n'avait guère qu'Aristote pour essayer de comprendre un peu ce que sont les phénomènes vivants. Quand je dis qu'il n'est pas uniquement naturaliste, il faut comprendre les descriptions naturalistes d'Aristote ont une intention spéculative, une intention très précise. L'intention d'Aristote, c'est de montrer par ses descriptions et ses classements que le monde s'explique par sa finalité. Carsten Linkuler a beaucoup utilisé ce terme. Il est présent, par exemple, chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin le doit lui-même à Aristote.
c'est une thèse conceptuelle, philosophique. Pour Aristote, on peut comprendre le monde par ses causes, ce qui fait que, mais on peut le comprendre aussi par sa raison d'être, ce pourquoi il est. Et ça, c'est une vision finaliste. Donc Aristote va s'intéresser par exemple aux différentes parties des animaux en fonction de la fonction que ces parties ont pour l'animal dans son milieu. Par exemple, le point commun entre la pince du crabe et la main, c'est qu'elle permet la préhension. C'est un organe de préhension. Donc Aristote va faire des classements comme ça, des animaux en fonction des parties qui sont les leurs, toujours en ayant l'idée que la nature ne fait rien pour rien. Si la nature l'a fait, c'est que ça sert à quelque chose. Il y a du en vue de quelque chose parmi les choses qui deviennent et sont par nature. Non, je n'ai pas celle-là. Donc, le hasard n'a pas beaucoup de place dans la conception d'Aristote. Il considère que la nature agit en fonction de fins. La nature est ingénieuse. Maintenant, qu'est-ce qu'un être vivant ? C'est un être qui a pour principe une âme qui l'anime. Je l'ai dit, c'est ce qu'Aristote affirme dans son traité de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote, quand il parle de l'âme, le fait dans un contexte où déjà à l'époque on parlait de l'âme surtout pour l'homme. La question, une des questions, c'était est-ce que l'âme est immortelle ? Aristote propose un usage très singulier de l'âme en disant l'âme c'est tout simplement ce qui anime et l'homme n'est pas le seul à en avoir. Les plantes ont une âme, l'âme végétative, les animaux ont une âme également. Donc l'âme, c'est ce qui anime. Les plantes ont la faculté de nutrition. Les animaux ont la faculté de nutrition et en plus la faculté de motricité. Je ne sais pas si vous avez encore à l'oreille le propos de M. Gower, mais il y a des similitudes entre cette insistance sur la nutrition et la motricité. L'humain a en plus, pour Aristote, la faculté de penser. Alors, on n'est pas du tout obligé de dire que cette conception finaliste du vivant, le vivant toujours pour quelque chose, conception finaliste de la nature, elle est vraie. Mais c'est intéressant pour la philosophie de dire c'est une idée qu'on a en nous, en tout cas dans notre héritage. D'une certaine façon, on a un réflexe qui consiste à dire ça sert à quoi ? Alors, il y a des aberrations. Par exemple, Bernardin de Saint-Pierre, il disait, prenait un melon et il disait s'il y a des jolies marques comme ça sur le melon, c'est fait exprès par la nature, c'est pour qu'on puisse mieux le découper équitablement en famille. Bon, c'est vraiment une explication bidon. Mais l'idée même d'une finalité, l'idée même d'une orientation, un sens au sens vers où, mais aussi pourquoi, c'est une idée dont la philosophie a la mémoire. Maintenant, je laisse de côté Aristote et je me suis intéressé à la question qu'est-ce que les philosophes aujourd'hui ont à dire sur le vivant ? Il y a un chapitre très important sur le vivant dans un ouvrage, un manuel de philosophie, Notions de philosophie, et l'auteur propose une hypothèse que j'ai indiquée. Donc, elle s'appelle Anne Fagot-Largeau, elle est bien connue dans les réflexions bioéthiques. Elle propose comme hypothèse de travail acceptable, même pour quelqu'un comme Jean-Pierre Changeux, qui est moniste, dont la philosophie d'arrière-plan est moniste. Carsten Lemkeler a aussi indiqué ce terme, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'esprit naît de la matière, l'esprit vient du cerveau humain, et si on l'entend, on arrivera à bout de la compréhension de l'esprit humain quand on arrivera à bout de la compréhension du système neuronal. Donc, même pour quelqu'un comme lui, selon elle, il y a un sens à dire, à tenir l'hypothèse qu'il y a non seulement une unité du monde vivant, mais une spécificité du vivant. Alors, comment est-ce qu'elle définit le vivant ? Là, je vous épargne 60 pages de son texte et j'arrive tout de suite à la conclusion. Je ne sais pas ce que
les enseignants et les étudiants de biologie pourront dire de cette notion, mais je vous la livre comme un exemple d'une définition philosophique du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Ni matière brute, ni esprit. Il a une frontière commune avec l'un et avec l'autre, une nature mixte, un être en acte qui perpétue sa forme en renouvelant constamment sa matière, dans une sorte de fuite en avant, où ce qui cesse de changer cesse d'être. Une entité qui à la fois se sépare et s'isole, paroi, enveloppe, membrane, peau, et dépend crucialement pour sa survie des échanges avec son milieu, respiration, digestion, stimulation sensitive et sensorielle. Dans son enveloppe ou dans sa sphère, le vivant est un être organisé, dont la structure complexe est descriptible comme une hiérarchie de structures emboîtées, dont le fonctionnement est régulé par des échanges d'informations. Dans les organismes, le plan architectural est identifié schématiquement avec le génome. La cellule vivante est représentée sur le modèle d'une usine chimique informatisée où s'élaborent par des méthodes sophistiquées, il manque un E, des composés sophistiqués, y compris les propres constituants de l'usine elle-même et de ses organes de contrôle. Voilà ce que c'est une définition d'aujourd'hui, chez un philosophe d'aujourd'hui, du vivant. En un sens, on n'y reconnaît pas du philosophique. C'est une reprise, une appropriation d'éléments issus des sciences de la vie, une appropriation en vue de proposer une définition. Après, elle peut être discutable, mais il me semble qu'il faut saluer la tentative d'un philosophe d'essayer non pas de rester dans sa tour d'ivoire à discuter simplement avec Aristote et Kant sur le vivant, mais d'essayer de comprendre ce que disent les spécialistes des sciences du vivant. Cela dit, il y a une autre approche, peut-être un peu plus difficile encore, philosophique du vivant. C'est une approche qui a pour volonté d'alerter sur le sens de ce que nous faisons. Ici, je vais citer un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui est l'auteur d'un livre très important, très célèbre, Le principe responsabilité. Et c'est un philosophe qui essaie de faire une biologie, une philosophie de la biologie. Il essaie de se demander quel est le rapport entre l'être, vous savez que l'être, c'est une question proprement philosophique, qu'est-ce que l'être? Le rapport entre l'être et le vivant. Il lui semble que le sens du vivant, c'est une forme de responsabilité par rapport à l'être en général. Je cite un passage qui peut paraître compliqué, je m'en excuse, mais qui est très révélateur de sa façon de penser à Hans Jonas, le vivant. La vie, c'est la confrontation explicite de l'être au non-être, car dans sa soumission constitutionnelle au besoin qui est donné avec la nécessité du métabolisme, auquel la satisfaction peut être refusée, la recherche d'énergie, ça peut ne pas aboutir, hein. Elle porte en elle la possibilité du non-être comme son antithèse qui lui est toujours présente, à savoir en tant que menace. Le mode de son être est la conservation par l'agir. C'est donc, et ce n'est qu'un paradoxe apparent, la mort, c'est-à-dire le fait de pouvoir mourir à tout moment, et également le fait de le différer à tout moment, dans l'acte de la conservation de soi qui marque de son sceau l'auto-affirmation de l'être. Le vivant, pour Hans Jonas, s'affirme lui-même. Il veut être, il se justifie, il s'affirme. Il est devenu, c'est sa thèse, depuis l'ère technicienne, l'objet de notre responsabilité. Avant, tout ce que l'homme pouvait faire, c'était pas grand-chose de grave par rapport à la nature. Désormais, avec les capacités que nous avons d'intervenir sur la nature, selon Hans Jonas, nous avons les moyens de modifier considérablement, de rendre fragile la nature. La nature est devenue fragile entre nos mains. La grande énigme pour Hans Jonas, c'est d'essayer de voir, de comprendre dans quelle mesure l'être vivant le plus conscient d'être vivant
le plus capable de modifier la nature va devenir celui qui va devoir restreindre sa liberté pour protéger le vivant lui-même. Il a le seul, la liberté, la capacité d'innover. Carsten Lemkeler en parlait aussi. C'est un émerveillement de considérer, philosophiquement parlant, théologiquement parlant, tout ce que l'homme est capable de faire, de produire, de modifier. Et d'une certaine façon, il faut que ce soit ainsi. Et en même temps, de considérer qu'il est appelé à restreindre lui-même sa liberté pour laisser subsister pour le monde à venir, pour les générations à venir, tout simplement, la nature. Je vous remercie. Alors nous sortons de 3 apports relativement denses, dont vous voyez qu'ils ont touché à beaucoup de questions, avec des approfondissements sur certains points, mais là on a quand même balayé un nombre de questions impressionnantes. Nous avons maintenant un moment de discussion avec vous, peut-être aussi entre vous. Donc la parole est à qui veut la prendre. En guise d'introduction aux questions, j'aimerais rappeler quelque chose auquel je crois fondamentalement. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc toute question est bienvenue. Ça peut être une question simplement d'explicitation, quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose qui est allé trop vite, une question d'approfondissement, une question peut-être un peu à côté. Donc il n'y a aucune question bête. Là, la parole est à qui veut la prendre. Il n'y a pas de question bête, il ne peut y avoir que des réponses inadéquates. Donc la responsabilité reviendra plutôt aux intervenants de répondre d'une façon la plus satisfaisante possible à vos questions. Alors, qui veut prendre la parole ? La première question est toujours la plus difficile, mais c'est souvent aussi la plus intéressante. Ouais. C'est intéressant d'avoir une réaction de M. Goer. Attendez une seconde. Alors, j'ai oublié de dire, si possible, posez vos questions dans le micro, puisqu'il y a un enregistrement, donc les questions sont aussi prises par les micros. Pour faire d'abord intervenir les 3 orateurs, est-ce que M. Goer veut réagir aux 2 interventions qui ont suivi la sienne ? Ça, c'est une question difficile. Comme le disait Rémi Gounel, la pertinence de la question est avérée, la pertinence de la réponse, je vous laisse seul juge. Je reviendrai peut-être sur ce que vous avez dit en théologie, notamment sur l'opposition des thèses créationnisme, l'intelligent design et le néo-athéisme, avec un regard de science. L'intelligent design en tant que tel n'a guère de sens. Ce que l'on souhaite voir, c'est non pas une explication du monde, mais une compréhension de ce que nous voyons. Et dans l'intelligent design, il me semble que ce que nous cherchons avant tout, c'est pouvoir trouver une réponse à des interrogations auxquelles nous n'arrivons pas à répondre autrement. Et vous l'avez d'ailleurs très bien dit, quelque part, cette notion d'intelligent design, si c'est la seule part que l'on laisse à la théologie, à Dieu, à la religion sur la question de l'existence du monde, alors l'avancée de la science, même si elle est très lente, fera forcément reculer cette part de la religion. La religion est-elle menacée par la science ? Quelque part, pour moi, l'affirmation de l'intelligent design revient à cette question. Donc, je trouve qu'il faudrait la faire peut-être changer de nature. Dans le néo-athéisme, imaginez que l'existence de calculs de probabilité qui nous montrent ce que l'on veut, mais que la vie s'explique bien par elle-même et que donc elle n'a pas besoin de Dieu, est tout aussi absurde. Parce que le fait que la vie a ses propres mécanismes de fonctionnement, a ses propres mécanismes évolutifs qui lui permettent d'arriver à la biodiversité que nous voyons, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie pour nous une compréhension, voire une tentative d'explication du vivant. Mais si le Dieu des théologiens est ce qu'il est, alors il échappe totalement à cette notion de compréhension. Alors pourquoi vouloir essayer de dire que quelque chose n'a pas besoin de Dieu parce que je peux le comprendre, alors que l'incompréhension qui est de Dieu, c'est peut-être justement ce que l'on peut nommer Dieu. Et donc, quelque part, ce néo-athéisme, pour moi, est tout aussi intellectuellement,
voué à sa propre limite, parce qu'il se veut lui-même une démonstration de son postulat de départ. Dieu n'existe pas. J'ai juste une toute petite question secondaire. Je n'ai pas tout à fait compris la différence entre comprendre et expliquer. Par exemple, j'ai toujours cru comprendre que la science veut aussi expliquer le tout début. Par exemple, l'émergence de la vie, il y a des hypothèses là-dessus, les protéines qui se mettent ensemble. Oui, je comprends bien. Ce qui me gêne dans ces deux mots, c'est que si je veux que la science explique, il me semble qu'à ce moment-là, je donne un rôle à la science qui est sa mission suprême de réussir à tout expliquer. Et c'est pour ça que je préfère passer par cette première étape. Ce que je pourrais expliquer, il faut que je l'ai compris. Et le premier rôle de la science, c'est d'abord, je l'ai rappelé un petit peu tout à l'heure en 4 étapes, d'abord de décrire. Nous travaillons sur ce que nous voyons, nous ne l'inventons pas. Nous essayons de le décrire, nous le questionnons, nous l'analysons, et cette analyse nous mènera peut-être à de nouvelles questions, peut-être nous laissera sans réponse, et peut-être nous amènera-t-elle à une compréhension. Alors, quand nous aurons compris, nous aurons la mission d'expliquer. Mais d'abord, son premier rôle, c'est de pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que je vais commencer par ce point. Quand on dit la science veut expliquer, à ce moment-là, la science se lance comme un tigre sur sa proie, et elle se veut avoir réponse à tout. Si on commence par ce postulat, alors elle ne pourra pas parler ni à la théologie ni à la philosophie. Je crois qu'il y a des éclaircissements tout à fait utiles qui viennent d'être faits. Oui, j'aimerais juste demander, est-ce qu'il y a, par rapport à ces 3 approches, est-ce qu'il y a un lieu d'articulation ou est-ce qu'il faudrait les opposer? Voilà. J'espère que la discussion qui suivra nous éclairera sur ce point. Moi, je suis très optimiste qu'un vrai dialogue soit possible. Il nous reste d'ailleurs encore la question, la vie comme épiphénomène de la matière. Là, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, mais je ne veux pas monopoliser le débat. Je répondrai simplement à votre question en vous disant que le lieu de l'intégration de ces 3 disciplines, c'est soit notre discussion maintenant, mais surtout, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous voyons bien que nous abordons des thèmes qui, quelque part, ne sont pas conciliables par la seule faculté intellectuelle. Pour une raison très simple, c'est que nous partons de postulats totalement différents. Le scientifique part de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il décrit, de ce qu'il attrape, dit autrement de ce qu'il contient. Et le théologien part d'un postulat qu'il considère comme la foi, donc de quelque chose qui le dépasse totalement, et le philosophe d'une idée qu'il se fait de nos représentations de ce que je viens de citer. Et donc, quelque part, vous voyez que le point de conjonction de cela, ce sera l'histoire individuelle et personnelle de chacun. J'aimerais juste redire aussi que la preuve que le dialogue est possible, c'est que ces 3 personnes sont ici, autour du même table, ce soir, pour vous parler d'un sujet difficile. Si le dialogue n'était pas possible, on ne serait simplement pas là Absolument. À discuter. Vous aviez une question? Il faudrait le micro. Ouais. Non, mais c'est pour l'enregistrement, pour les personnes loin. Merci. Oui, je voulais en fait juste pointer une ressemblance que j'ai vue dans vos 3 discours. C'est qu'en fait, vous aviez tous évoqué que le vivant se concentrait sur l'animal, le végétal et l'humain, ce qui excluait à chaque fois le monde minéral. Et du coup, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que vous n'avez pas non plus défini clairement ce qu'était le vivant. Donc, je profite de la brèche pour essayer de l'élargir, parce qu'on parlait aussi d'essayer de rechercher, de repousser les limites donc, du connu. Et moi, j'ai l'impression qu'on crée le vivant par le discours. Là, vous êtes donc 2, 3, je pense qu'on peut dire, même si vous ne vous reconnaissez pas comme une science, la philosophie, 3 créateurs de discours, et donc 3 créateurs de sens du vivant.
Et je pense qu'on pourrait aller plus loin en sortant de notre ère culturelle et donc en intégrant aussi, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais je pense à des ethnies qui ont comment dire, ils ont un vocabulaire différent, ils ont des notions, des mots qui sont différents. Les Inuits ont une multitude de mots pour dire blanc. Peut-être que certaines ethnies ont une multitude de mots pour dire, par exemple, évolution, mouvement et tout ça, et peut-être que eux, grâce à leurs différences de discours, pourraient élargir notre définition du vivant, peut-être au minéral éventuellement. La démarche de science est une démarche qui travaille avec une méthode qui est publiable, qui est réfutable, qui est compréhensible, qui est répétable, éventuellement infirmable. C'est le principe de base de la science. Peut-être sommes-nous tous victimes d'une grande illusion et que nos objets ne sont que des constructions intellectuelles, donc que les objets que nous utilisons comme origine des mesures avec lesquelles nous observons le vivant ne sont qu'illusions. Je veux bien le croire, mais comme je n'ai pas d'autres mots pour le dire, je ne le dirai pas. J'ai lu un petit livre il y a quelques années qui s'appelait « Le Cantique des Quantiques ». Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne me souviens plus du nom de son auteur, mais je voudrais adresser aux trois peut-être la question de la physique quantique. Je suis moi-même pasteur, je ne suis pas du tout spécialiste, je suis théologien généraliste, mais il me semblait que alors il n'y a pas de physicien ici non plus, bon, peut-être, mais en quoi est-ce que l'apport de la physique quantique, comme mettant en cause certains aspects des vérités de la physique traditionnelle, peut-elle éclairer le dialogue que vous initiez et pour lequel je vous félicite? Rémi, il manque l'UFR de physique et ingénierie. On le savait. Question vraiment délicate. Il faudrait avoir un degré de maîtrise de ces questions de la physique quantique suffisant pour pouvoir le mêler à nos connaissances de biologistes. Et j'avoue, là, mon incompétence, peut-être pas totale, j'ai au moins compris les mots, mais sinon partielle. Je suis encore plus incompétent, vous imaginez. Mais votre question me fait penser à un point qu'on a eu l'occasion de discuter, Carsten Lemkuller et moi, c'est la question des nanotechnologies. On était récemment dans un jury de thèse d'une personne qui faisait une thèse en éthique pour apprécier l'application en médecine des nanotechnologies. Et j'ai appris en lisant cette thèse qu'en fait, l'usage des nanotechnologies en médecine fait question, ça c'est sûr, mais il fait notamment question parce qu'il repose cet usage sur, en fait, des principes de la physique quantique, c'est-à-dire qu'introduire à l'échelle du nanomètre 10 puissance moins 9 des médicaments, par exemple, dans le corps d'une personne en vue de la guérison, pose des problèmes qui sont notamment des problèmes de la physique quantique. J'ai trouvé ahurissant qu'on soit en train d'utiliser des techniques dont les effets relèvent de la physique quantique, sachant qu'à ma connaissance, on n'a toujours pas trouvé les moyens de relier ensemble la physique d'Einstein et la physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, on dispose un peu de deux visions physiques du monde qui sont d'une certaine façon alternatives et qu'on ne sait pas concilier, mais par contre, on est déjà en train de faire des choses, des artefacts, des réalités qui ont des effets en termes de physique quantique. Donc ça ne fait qu'accroître, je ne fais qu'accroître l'embarras.
je réponds absolument pas, mais interviendra en plus dans la question du vivant, la question de ces usages des nanotechnologies. Je réfléchis, est-ce que je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a une certaine hypothèse dans la question qu'elle pourrait avoir, donc la physique quantique va peut-être, si tout va bien, nous éclairer davantage sur les processus dans la cellule, par exemple, mais est-ce que cette nouvelle approche pourra totalement reconfigurer notre vision de la vie? Je ne le sais pas. Oui, j'ai une question, je ne sais pas vraiment à qui la poser, mais au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a développé la scolastique, qui justement s'appuyait sur Aristote et qui voulait concilier un petit peu les lois de la nature avec les lois, la théologie. Et est-ce qu'aujourd'hui, de telles démarches sont-elles encore d'actualité? Et si ce n'est pas le cas, à quelle discipline, selon vous, reviendrait-il de trancher ou de concilier un peu le tout? Sachant que la science, depuis, c'est quand même défini, les sciences de la vie sont définies selon une méthode, on va dire, hétéro-interprétative, au sens où elles font attention à leur environnement, alors que la religion, c'est plutôt est plutôt restée dans un domaine auto-interprétatif, dans le sens où elle se définit comme, de manière interne. Bon, ça, c'est une vraie question, une question très intéressante. Personnellement, je suis un grand admirateur de Thomas d'Aquin parce que dans son temps, il a vraiment essayé ce dialogue entre le savoir de son temps et la théologie. Et je pense que cette tâche de dialoguer, elle est pour toujours. Et il y a des exemples célèbres quand même aussi dans la théologie moderne du XXe siècle, voire aujourd'hui. Pour la théorie de l'évolution, je pense à Teilhard de Chardin, un grand penseur, philosophe, mais avec un arrière-plan théologique aussi, qui a toujours essayé de faire dialoguer la théologie et la théorie de l'évolution, par exemple. Et je pense que c'est une vraie tâche, normalement, pour chaque théologien, de s'intéresser aux sciences exactes. Parce qu'on parle quand même des mêmes choses. Thomas d'Aquin disait déjà, les objets de notre science sont les mêmes. Il était très critique. Il a dit, faut-il la théologie? Parce que de toute façon, la philosophie parle déjà de tout. Et il y a les sciences de son temps que nous appelons peut-être aujourd'hui les sciences exactes. En tout cas, il y avait déjà de la philosophie. Et à côté de cela, il y avait la médecine, etc. Et il a dit, nous parlons des mêmes choses parce que le monde... c'est notre monde à nous tous. Et donc, il disait, bon, nous parlons, l'objet est le même, l'approche est autre, la théologie parle de la perspective de la transcendance. Et je pense que ce dialogue doit avoir lieu et que la théologie doit s'en occuper. Et il y a, comme je viens de dire, des exemples célèbres jusque dans le temps présent. Donc, je pense qu'il ne faut pas... parce que vous avez posé la question, qui pourrait prendre ça en charge? Je pense qu'il ne faut pas inventer une troisième instance au-dessus, mais il faudrait vraiment que les différentes approches dialoguent, comme nous l'essayons là très modestement ce soir. Est-ce que tu veux... Peut-être aussi en lien avec votre question, on se retrouve aussi dans un temps relativement difficile en termes de discussion interdisciplinaire en raison de la technicité, notamment, mais pas seulement, hein, des sciences comme la biologie ou autres. C'est-à-dire qu'il y a, pour les personnes qui essaient de faire dialoguer sciences humaines et sciences dites dures, alors, sciences expérimentales, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus louable comme expression. Il y a des personnes tout à fait remarquables ici qui s'en occupent. C'est pas toujours facile aussi d'arriver à avoir une compétence dans les domaines des sciences humaines, philosophie, théologie, etc. Et en même temps, d'arriver à maîtriser suffisamment les apports des sciences dites expérimentales pour ne pas leur faire dire n'importe quoi. Et on a vu tout à l'heure dans Intelligent Design et compagnie qu'il peut y avoir une exploitation outrancière des données issues d'expérience et des données scientifiques dans le sens le plus profond du terme. C'est aussi peut-être la nécessité de travailler ensemble, hein, c'est ce que nous essayons de faire là, qui est peut-être la meilleure voie de faire avancer ce type de questionnement délicat. Une question là. Oui,
je m'interroge sur le concept de finalité et en particulier sur le rapport que la science entretient avec ce concept de finalité, en particulier en réaction à la définition de Hans Jonas, qui, me semble-t-il, tente un rapprochement entre le concept philosophique de finalité dans la mesure où il peut être assimilable à la lutte du vivant pour l'énergie, comme vous l'avez énoncé, M. Goer. Mais en même temps, il me paraît être, comme je le perçois, presque un argument dualiste, comme c'est exprimé en début de paragraphe, une confrontation explicite de l'être au non-être. Et donc ma question est, comment la science appréhende-t-elle cette idée de finalité? Oui. Je rebondirai sur la phrase qui a été citée tout à l'heure par Daniel Frey d'Aristote. Si la nature l'a fait, c'est en vue de quelque chose. Et là, on essaye vraiment de donner une explication, c'est-à-dire de donner un sens à ce que nous observons. Et le scientifique, au départ, comme je le disais tout à l'heure, observe. Mais il observe quoi? Il observe ce qui est encore vivant. Il observe ce qui n'est pas mort en cours de route. Donc, observer des choses qui ont un sens par rapport au cadre dans lesquels nous pouvons les placer est juste une évidence logique d'a posteriori. Le finalisme, ce serait, je me place dans une situation d'a priori et je me dis, pour répondre à ceci, je vais faire ça. Alors que ici, nous, le statut qui est le nôtre, nous sommes, je ne vais pas vous dire post-évolution, si on parle d'évolution, c'est qu'elle est encore en route, mais nous sommes par rapport à ce qui a eu lieu dans une démarche littéralement d'a posteriori. Et donc je pense que, du coup, si je me place dans ce cadre-là, je ne peux pas réinventer l'histoire avec tout ce qui aurait pu être, mais que je ne connais pas, pour simplement, à la lumière du peu que je connais, retracer une histoire qui aurait pu être autre. Et c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette notion de finalisme, c'est que quelque part, je veux l'interpréter en fonction de ce qui va pouvoir donner du sens à la vision que j'en ai maintenant. Si je peux provoquer un petit peu en me faisant l'avocat du diable, ne faut-il pas dire que la théorie de l'évolution supprime la notion de finalité? La sélection naturelle, précisément, c'est pas en vue d'une fin, mais c'est tout simplement, selon le contexte, la forme de vie qui est le plus adaptée, qui va gagner, si je puis dire, mais sans aucune finalité. Sans aucune finalité. Je pourrais résumer quelque part, ce serait peut-être une caricature, mais la théorie de l'évolution, en repartant du principe dont nous parlions tout à l'heure, la vie est un combat pour l'énergie, a une sorte de course aux armements. C'est-à-dire, nous sommes en compétition, organismes, espèces, avec des ressources qui sont autour de nous et qui sont finies. Parce que le monde est fini, en termes de dimension physique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une course avec cette notion chère à la théorie de l'évolution, donc de sélection naturelle. Et dans ce cas-là, on aurait une vraie contradiction entre cette théorie et, par exemple, le discours d'Aristote qui dit si la nature fait quelque chose, elle le fait dans un certain but. Oui. Justement, j'aurais pu préciser la finalité, les fins de la nature chez Aristote, ça va de pair avec l'idée que la nature est éternelle. Il ne peut pas y avoir d'évolutionnisme chez Aristote parce que pour lui, le monde est éternel. La finalité qu'on peut trouver à certaines parties des animaux, c'est en vue de leur adaptation à un milieu pour que ces espèces soient éternelles comme tout doit être éternel. Oui. Aristote, par certains égards, semble être, quelqu'un pour qui il y a un Dieu qui est à l'origine du monde. Oui, mais non. En fait, il n'y a pas de création chez Aristote. L'univers est éternel. Et souvent, il y a des expressions qui sont, pour nous, qui relèvent du panthéisme. Il dit « Dieu ou la nature ne font rien en vain ». Dieu ou la nature. Le Dieu, il est immanent à la nature. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas du tout un système de pensée chrétien. Ce n'est pas du tout un système de pensée avec un Dieu créateur. Donc, c'est ça qui rend encore les choses un peu compliquées. Je disais tout à l'heure, on a un peu en nous l'idée de la finalité parce qu'on aime se demander pourquoi, au sens pourquoi, en vue de quoi.
On est les seuls à poser ces questions, et on les pose à la science, on les pose à la théologie, on les pose en philosophie. L'essentiel, c'est d'une certaine façon de ne pas abandonner ces questions parce qu'elles peuvent avoir un intérêt. Moi, ce qui m'interroge par rapport à l'intelligent design et encore davantage au créationnisme, j'ai l'impression que rechercher une sorte d'équivalence entre un être qui serait à l'origine de tout et l'être transcendant dont parlent les religions, c'est à la fois naturel et tout à fait vain. C'est naturel parce que si on imagine l'origine de la matière, l'origine des atomes, etc., arrive un moment où on se dit, est-ce que le Dieu dont parlent les religions est à l'origine de ça? Et en même temps, on se rend compte de l'incongruité de la question. Parce que le Dieu dont parlent les religions, c'est peu ou prou un Dieu vis-à-vis duquel on se situe maintenant. Un Dieu à qui on peut adresser des demandes, faire des prières. C'est une relation, comme le disait Carsten Linkuler. Ce n'est pas un principe d'explication. Donc, intellectuellement, j'ai envie de dire, on cherche comme le point où ces deux parallèles que sont le langage philosophique d'une part, le langage philosophique théologique et le langage théologique d'autre part se rejoignent, et en même temps, on ignore totalement que ce sont deux modalités d'approche du monde, à mon sens, à mes yeux, deux discours qu'on ne peut pas fondre ensemble. Encore une question? Merci. Je me posais la question, est-ce que finalement, il n'y a pas des traits d'union à faire entre trois choses, à savoir la vie, la mort, la prise de conscience de la finitude et la recherche d'immortalité. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le point commun se rejoint, me semble-t-il, au point d'interrogation qui se trouve avant le Big Bang, pour utiliser une image. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on a très peu parlé de la mort ce soir, mais vous l'avez quand même marqué que c'est une phase de la vie. Et j'avoue que je n'ai pas tout à fait compris la question à cause de, disons, phonétiquement, je n'ai pas tout à fait compris la question, mais il me semble qu'il faut peut-être encore davantage parler de la mort ici dans cette table ronde, aussi dans l'interprétation philosophique et théologique. Pour la théologie, c'est un vrai problème parce que classiquement, la chose a été vite réglée. On a imaginé un état de paradis où la mort n'existait pas et la mort serait donc tout simplement intervenue après une chute. Mais la théologie moderne a plutôt pris ses distances par rapport à cette explication et aujourd'hui on dit plutôt que la mort fait partie de la vie parce que la création, le concept même de création inclut aussi la finitude. Le créé est par définition même fini. Et par exemple, le grand théologien Karl Barth a fait la différence entre une mort entre guillemets naturelle et la mort, encore une autre mort, la mort du pécheur. Mais ça, c'est un débat intra-théologique. Donc je pense qu'il faut intégrer la notion de finitude et donc aussi de la mort dans le discours sur la création elle-même. Mais ça, c'est juste une réponse théologique. Il faut sans doute que d'autres s'ajoutent. Je pourrais dire que en biologie, la mort fait partie de la vie. Alors, d'une certaine façon, je peux dire que oui, bien évidemment, puisque c'est la finitude du système ou de l'objet d'étude, soit. Mais ça va plus loin que cela. La mort fait partie de la vie parce que, par exemple, dans notre corps, dans son développement, la mort cellulaire fait partie du plan de développement auquel nous accédons et qui fait que nous avons la morphologie que nous avons. Mais je peux le voir aussi d'une façon beaucoup plus large, d'une façon évolutive. La mort signifie une durée limitée de l'individu. Donc, la possibilité d'avoir une succession d'individus au cours du temps. Et de ce point de vue-là, c'est parce qu'il y a mort qu'il y a succession, c'est parce qu'il y a succession qu'il y a évolution possible. Donc, c'est parce qu'il y a mort qu'il y a adaptation.
donc c'est parce qu'il y a mort qu'il y a vie. Et l'autre remarque, c'était celle sur le Big Bang, qui serait un point... Il y aurait un point d'interrogation commun, Oui. juste au-dessus, et ce point de jonction. De toute façon, il y a un point d'interrogation. Aujourd'hui, l'astrophysique explique le monde, ou veut l'expliquer, après les 10-43 premières secondes. Donc il nous reste un temps infiniment petit, mais dans infiniment petit, avant petit, il y a infini, et donc on a encore de la marge. Ça fait de la place pour mettre des points d'interrogation. Dernière question. Oui, encore moi. On a défini la vie tout à l'heure en parlant de l'animation d'un corps en philosophie et en théologie. Et par contre, je serais intéressé par savoir comment vous définiriez la mort, Monsieur Gower, en biologie, la mort, comment vous la définiriez? Alors en biologie, je peux vous définir la mort par la négation de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire si le système se maintient, se développe en consommant de l'énergie, à partir du moment où il n'en consomme plus du tout, il ne se maintient plus, il ne se développe plus, il ne se reproduit plus, et de la structure organisée que nous avions, eh ben nous conduisons, nous allons vers une structure totalement désorganisée, qui s'appelle la désagrégation de la matière, et on repasse d'une matière organique à une matière minérale, in fine. Voilà, peut-être une toute dernière question, même si je trouve assez joli qu'une question sur la mort donne le mot de la fin de la soirée, mais là, de la parole. Alors merci pour tout ce qui a dit ce soir. Je reviens sur la thématique de cette soirée ou de ces cycles. Le vivant a-t-il un sens? Donc si on pose la question, cela veut dire on peut répondre par oui ou par non. Et maintenant, si le vivant a un sens, c'est lequel ou lesquels? Voilà. Bon, je suis le premier de trois. Donc, premièrement, c'est la thématique du cycle de conférences. Aujourd'hui, c'était plutôt des questions de définition, mais ce n'est pas pour éviter une réponse, mais juste pour savoir. C'est le cycle entier qui essaie de répondre à cette question. En venant, j'étais en vélo, en traversant le Rhin, j'ai encore réfléchi sur cette question-là, et le sens, en français, a déjà différentes significations, et le titre est ambigu. Le sens, dans le sens de direction, le vivant a une direction, ça renvoie à la question de la finalité, et la réponse de la théorie de l'évolution me semble être négative. Mais sens peut aussi avoir cette autre acception de signification profonde pour quelqu'un. Et là, ça dépend bien sûr c'est une question très personnelle. Il est clair que, je pense, la philosophie comme la théologie répondront certainement oui, mais ce serait à définir. Moi, j'ai parlé déjà de la relation, comme je trouve que la notion de la relation est un mot important pour ce débat entre nous, parce qu'il y a des relations biologiques, et la relation joue un rôle clé aussi dans la définition théologique de la vie, y compris la question du sens. La vie peut avoir un sens parce que nous vivons dans des relations, mais ça c'est déjà une réponse vraiment théologique, une position, quoi. Évidemment, je l'avais annoncé tout au début pour prévenir votre déception. Nous n'allons pas répondre à cette question. Le vivant a-t-il un sens de façon affirmative ou négative? Mais j'ai envie de vous dire que la question du sens n'épuise de toute façon pas l'interrogation sur le vivant. Je ne suis pas du tout biologiste, mais j'aime bien lire des écrits de vulgarisation de science. Et ce qui me frappe et ce qui m'intéresse, c'est une capacité d'émerveillement
que le discours scientifique est en mesure de constamment renouveler. Il y a quelque chose de très enfantin dans ce que je lis, encore une fois, textes de vulgarisation. C'est une sorte d'émerveillement permanent devant devant l'extraordinaire variété du vivant. Du vivant et du non-vivant. Le calcaire qui se transforme en marbre, c'est aussi un phénomène absolument admirable. On n'est pas obligé de dénoncer un sens pour dire la valeur d'une chose. Je ne sais pas le sens de ces animaux que je peux croiser dans la forêt. Je ne sais pas à quoi ils servent, si c'est pour amuser les chasseurs, si c'est pour nourrir le lynx qui est revenu. Ça ne m'empêche pas de m'émerveiller, ça ne m'empêche pas de vouloir protéger une vie, etc. Donc sens et valeur sont deux notions différentes et à défaut de sens, la valeur peut quand même être affirmée. La vie a-t-elle un sens? Signification, c'est compliqué. Finalité, nous en avons parlé. Mais en même temps, si je dis que je vais dans un sens, cela signifie que je m'éloigne de l'immobilisme de départ. Et quand je regarde le monde vivant, je ne peux pas me dire autre chose que quel chemin parcouru. Donc, y a-t-il eu un sens dans ce déplacement? L'évolution nous dit contingence, donc des chemins multiples auraient pu être parcourus autrement. Alors je pense que ce sens, c'est à chacun de nous de le découvrir. Et c'est la réunion de ces trois disciplines, l'observation, la perspective dans une dimension plus large que nous offrent la philosophie et la théologie, qui nous permettra à chacun d'y répondre. Merci pour cette très belle conclusion. La suite, la semaine prochaine, 19 février, en salle des thèses. Donc c'est dans le bâtiment du Nouveau Patio. C'est quelques minutes ici, par là-bas, me dit-on, là-bas, à pied. C'est une très belle salle par ailleurs, pour une séance autour des mécanismes de l'évolution, la sélection naturelle et la finalité. Dans l'attente de cette soirée, dont j'espère que vous vous réjouissez tous, j'aimerais quand même qu'on remercie chaleureusement nos conférenciers pour leurs différentes interventions, à la fois au début, la qualité de la discussion. Là, les remerciements vont aussi à vous, parce que les questions, vous avez vu, ont généré une discussion intéressante. Alors, je vous propose de nous applaudir tous et qu'on se revoit la semaine prochaine.